Monsieur Georges, bonjour. Bonjour. Alors, quand on est comme vous, enfin quand on a consacré sa vie entièrement à l'aéronautique, souvent c'est une émotion de jeunesse qui peut être à l'origine de cette vocation, ou alors éventuellement un exemple familial. Alors, est-ce que c'est le cas pour vous? Et puis sinon, comment est-ce que ça s'est passé, cette espèce d'éveil à l'aviation qui vous a emmené sur une carrière aussi longue et brillante? Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs une question c'est une très bonne question que je me suis posée. Et à force d'y réfléchir, en fait, j'ai trouvé une réponse, enfin deux réponses. Il se trouve que mon père, qui était ingénieur et je suis né au début de la guerre. Et à la fin de la guerre, mon père a retrouvé, qui avait été pour des raisons liées à son nom et au rôle de son père à lui, donc de mon grand-père, le général Georges. Mon père a fini par retrouver, après avoir fui un petit peu l'occupant et m'avoir fait vivre dans mes premières années une vie d'aventure dont là j'ai des souvenirs un peu vagues, un peu flous pour tout dire. Par contre, je me rappelle assez bien le retour à Paris et du travail chez Matisse que mon père avait trouvé, et notamment du travail sur un avion peu connu mais qui a laissé quelques souvenirs, qui s'appelait le Courlis. Il a travaillé notamment sur le moteur du Courlis, et donc mon père avait un pied dans l'aéronautique, bien que étant plutôt, c'était pas sa vocation à lui, c'était un petit peu l'occasion fait le larron, lui a proposé ce travail chez Matisse. Et donc il a eu l'occasion d'aller participer à des essais de moteurs destinés au Courlis, mais qu'on essayait sur d'autres machines, notamment sur je me rappelle un Stamp, et il allait voler. Et à l'époque, on s'embarrassait pas trop les essais, ça se faisait un peu à la bonne franquette, c'était encore pas très structuré comme protocole, et donc ils allaient donc lui et le pilote, voler à Boran. Alors Boran, je ne sais même plus si ce terrain existe encore, c'est un terrain que les Allemands ont pas mal utilisé, qui était au bord de l'Oise. Et un bel aérodrome, une grande piste, donc c'était propice à des essais. Et donc mon père est allé voler là-bas à plusieurs reprises. Et je sais qu'il m'a emmené, et j'ai le souvenir d'avoir volé. Et je suis à peu près sûr, j'en avais parlé avec lui avant qu'il décède, et il avait le même souvenir, que notamment j'ai volé donc avec lui en Piper Cub. Et alors, il n'était pas pilote. Donc il y avait un pilote, lui, et moi en plus, dans le Piper Cub, qu'aujourd'hui on n'ose même pas imaginer. Principe de précaution, j'avais certainement ni casque, ni ceinture, ni rien du tout. Et je me rappelle ça par contre très bien d'un moment un petit peu chaud, d'un atterrissage en campagne suite à une panne moteur du côté d'Angers. Et ça, je m'en rappelle très très bien. Donc, alors, est-ce que ça, c'est le début d'une vocation? Je n'en sais rien. En tout cas, ce sont des souvenirs que j'ai au fond de moi-même. Et que peut-être ce sont ces souvenirs qui m'ont amené à collectionner. Aujourd'hui, je trouve que les gamins collectionnent souvent des photos de joueurs de foot qui collent dans des albums. Et à l'époque, j'avais obtenu l'autorisation de me lancer dans une collection de vignettes d'avions qu'on collait dans un bel album qui racontait l'histoire de l'aviation, et du coup j'ai trouvé que c'était formidable. Donc j'avais après des cahiers, je découpais dans les journaux, je collais et j'accumulais comme ça une documentation. Tout ça, ça se passe, je devais avoir entre 8 et 10 ans, pas plus. Donc bien, alors tout ça, ça m'a donné une espèce je sais pas, d'amour pour les avions, pour la technique, je les trouvais beaux. Puis bien sûr, comme tous les gamins de cette époque, j'avais lu Le Grand Cirque, j'avais lu Les Carnets de Mouchotte. Alors c'est un peu plus tard,
plutôt vers 13-14 ans là, et donc j'ai continué à baigner dans cette atmosphère un petit peu des héros de l'aéronautique, même si mon père, qui avait donc commencé dans l'industrie, lui par contre, dans l'industrie aéronautique, lui par contre s'en est détaché pour travailler d'abord dans la métallurgie, puis ensuite dans l'automobile, où il est devenu un patron de la régie Renault, qui était à l'époque la régie Renault avant de devenir Renault. Et donc le temps a passé, les examens, le baccalauréat, j'ai continué à regarder les avions avec une certaine tendresse. Je savais, quand j'allais, ça m'arrivait d'aller prendre un peu l'avion, commencer à voyager. Je connaissais les types d'avions, je savais reconnaître. J'avais suivi l'affaire des comètes, par exemple, ça m'avait beaucoup des accidents des comètes, etc. L'arrivée de l'aviation à réaction dans le transport. Bref, je gardais sans que ce soit une passion et une occupation permanente, une espèce de tendresse pour l'aéronautique. Et puis bon, est arrivé le temps du baccalauréat, dès l'entrée dans les classes prépa. Là, on ne pense pas grand-chose d'autre que... Alors, ce qui est assez marrant, c'est que ma défunte mère, femme exceptionnelle, qui gardait précieusement dans un coin le bicorne de mon père, qui avait fait l'X, en se disant, il va aussi faire l'X. Bon. Mais bon, je passe les détails. Il n'y a pas eu d'X, il y a simplement eu super-héros. Enfin, je dis super-héros, je ne regrette absolument pas. Et en même temps, il y avait eu l'école de l'air. C'est-à-dire que quand même, j'avais quand même une forte inclination pour l'aéronautique, puisque j'avais présenté le concours de l'école de l'air. Alors, j'ose pas dire que ayant été reçu dans un assez bon rang, j'avais préféré super-héros, que j'avais obtenu aussi. Et d'ailleurs, pour pas faire de jaloux, j'avais aussi préféré super-héros à Centrale. Donc finalement, et je ne l'ai pas regretté. Donc ma mère a rangé son bicorne, mais par contre, mon père était plutôt content. Il m'avait dit Centrale, c'est plus général, donc tu choisiras après. J'avais dit non, l'aéronautique, ça me va très bien. Et bon. À l'époque, super-héros, c'était à Paris, boulevard Victor, avant de déménager à Toulouse. Ce qui est d'ailleurs, au fond, oui, ça m'amène à dire quelque chose. J'ai vécu le départ de super-héros à Toulouse, bon, qui est aujourd'hui une chose, c'est acquis, c'est très bien, et maintenant qu'ils sont regroupés avec d'autres écoles dans un institut qui s'appelle l'ISAE à Toulouse, et sur un campus magnifique, je crois que tout est bien, mais j'ai été assez frappé de voir comment les choses se sont passées, tout ce qu'on a pu nous raconter. C'est le monde politique, parce qu'en fait ce départ de super-héros à Toulouse, c'était suite à une promesse qu'avait faite Michel Debré au préfet alors je ne sais plus si c'est les Hautes-Pyrénées, enfin à un préfet local qui s'appelait Maurice. Et on lui a promis d'envoyer une grande école pour dynamiser un petit peu la ville de Toulouse. Et avec des raisons, en disant il y a déjà l'aérospatiale qui est installée, bon. Mais à l'époque, c'était Sud Aviation d'ailleurs, mais il n'y avait pas encore l'Airbus et tout ça, donc c'était dans les limbes. Et donc c'était quand même pour nous, super-héros à l'époque, on s'était dit c'est un petit peu l'exil en province. Et on nous avait dit non, pas du tout, toutes les autres grandes écoles vont partir, l'X, Centrale, HEC, tout le monde va partir. Si on regarde aujourd'hui les résultats de cette promesse politique, il y a effectivement super-héros, et c'est très bien, qui est parti à Toulouse, mais HEC est parti très loin, du boulevard Malesherbes jusqu'à Jouy-en-Josas. Centrale est parti de la rue des Citeaux jusqu'à, je crois que c'est Palaiseau ou Sceaux, je ne me rappelle plus. L'X est parti sur le plateau de Saclay depuis la montagne Sainte-Geneviève. Ce sont quand même des voyages beaucoup plus restreints. Bref, je referme cette parenthèse politicienne, mais je crois que c'est un peu toujours comme ça. Les promesses des hommes politiques n'engagent que ceux qui les écoutent. Et donc, super-héros, superbes souvenirs, sont pour moi des souvenirs extraordinaires parce que tout y est dans une grande école, et là je milite pour les grandes écoles, donc on prend un malin plaisir de temps en temps
à dire qu'au fond, j'entends actuellement ce qu'on dit sur l'ENA. Bon, on peut dire un tas de choses sur l'ENA, mais je veux dire, condamner en même temps toutes les grandes écoles parce qu'elles sont élitistes, parce que, qu'il y ait des choses à améliorer, bien sûr, mais je crois qu'elles ont le mérite de former des gens, de donner une formation de grande qualité. Et puis, il n'y a pas que ça, Elles créent, et j'ai pas honte de le dire, elles créent, alors d'aucuns diront des mafias, mais c'est pas des mafias, c'est des réseaux d'amitié, c'est des réseaux c'est pas du copinage, c'est de l'amitié. Et je garde de ces années à super-héros d'abord des amis extraordinaires, et puis qui se sont donné la main quand il fallait dans la vie professionnelle, qui sont restés en contact, qui ont probablement, je vais jusqu'à dire ça, qu'une partie de la solidité de l'aéronautique française, de son enracinement dans la société française, vient du fait de tous ces ingénieurs qui se connaissent, Alors bien sûr, d'aucuns vont dire « Ah oui, tout ça c'est une petite famille, c'est les renvois d'ascenseurs, etc. » Non, je crois pas. Je crois simplement que c'est une fraternité, le mot est beaucoup plus joli, d'hommes qui sont passés par les grandes écoles, par des systèmes de formation que je vante chaque fois que je peux, et qui ont fait de l'aéronautique française ce qu'elle est. Donc, super-héros, pour moi, c'est des souvenirs formidables. Je vous dis, c'est l'amitié, c'est le rugby, c'est la musique. J'ai beaucoup fait de musique quand j'étais super-héros. Et le rugby, parce qu'on avait une équipe engagée dans le championnat universitaire, qui là aussi, foyer d'amitié, etc. On s'en parle encore 60 ans après. Et puis, il y a eu l'apprentissage du pilotage. Alors ça a été On avait à l'époque un aéroclub qui était sur un terrain hélas disparu par la volonté des promoteurs voraces de l'environnement parisien qui ont transformé Guyancourt en nouvelle... c'est pas une mégalopole, mais c'est une grande banlieue. Si, il y a la Technopole Renault qui est pratiquement sur l'emplacement du... alors c'est pas remplacer un terrain d'aviation par un pôle technologique, après tout, pourquoi pas, surtout que Toussul-Noble, qui était juste à côté, survit tant bien que mal. Et donc nous nous rendions à Guyancourt, très régulièrement, la bande de passionnés, parce que tout le monde dans la promotion n'était pas passionné. Il y en a qui disent, oulala, moi je ne veux pas en prendre piloter, d'abord je ne suis pas là pour ça, etc. On était une bande de fous furieux. On sautait dans une vieille camionnette 2 chevaux qui avait été mise à notre disposition, à la disposition de l'association des élèves, et qui brinque-ballait jusqu'à Guyancourt. Et là, on confiait notre apprentissage à un personnage extraordinaire, un ancien de l'école qui s'appelait Romanov, plus russe pas possible. Il avait gardé l'accent après avoir passé toute sa vie comme ingénieur à Nord Aviation, et il avait formé des dizaines, voire des centaines de super-héros à l'art délicat du pilotage. Enfin, quand on dit former, c'était sa formation à lui. Alors à l'époque, il faut imaginer qu'on n'a pas de radio, que ces gens-là nous ont appris, et moi je leur suis infiniment reconnaissant, à comprendre bien comment on fait les choses de base du pilotage. Pas de choses compliquées. Pour faire un tour de piste, on a compris après que lui, ce qui l'intéressait, c'est qu'on décolle, qu'on se mette en croisière et qu'on se pose sans casser l'avion, et qu'on ne fasse pas de gestes, que tous les gestes soient orientés sécurité. Et c'est pour ça qu'il nous avait dit, je me rappelle, qu'il nous expliquait que, par exemple, au mois de juin, quand on faisait des tours de piste, c'était encore la campagne là-bas, et il y avait des meules de foin, et on réduisait les gaz au-dessus de la meule de foin pour être sûr à peu près d'avoir la piste au bon endroit. Et nous, on se disait, mais quand on va être sur un terrain où il n'y a pas de meule de foin, comment est-ce qu'on fait? Et donc, là, on s'était dit, on devait finir par lui demander, ou on discutait entre nous, on s'était dit, on va prendre l'habitude de voir à peu près l'angle sous lequel, puis on lui faisait confiance. Et finalement, je remercie Romanov qui nous a mis le pied à l'étrier et de bonne manière, même s'il n'était pas trop bavard.
Et même si c'était un grand bonhomme, dans le Piper Cub de l'aéroclub de l'école, il était assis devant, nous derrière, et moi qui ne suis pas spécialement grand, derrière ce grand, je ne voyais pas grand-chose. Bon. Mais donc c'était pas encore du pilotage aux instruments, parce que je ne les voyais pas non plus, donc c'était pilotage un peu comme ça, et c'est peut-être pas si mal. Bon. Donc il y a eu cette phase d'apprentissage d'abord à Guyancourt, et puis ensuite il y a eu l'extraordinaire épopée briviste. Alors pourquoi briviste? Qu'allait-il faire à Brive? Eh bien, il se trouvait qu'à l'époque, il y avait tout un système de bourses, dans le détail desquels je ne veux pas rentrer, mais qui nous permettait d'aller voler sur certains terrains qui étaient, eux, les aéroclubs locaux, acceptaient, au contraire, cherchaient, ça faisait faire des heures, ça faisait tourner l'aéroclub. Et parmi eux, l'aéroclub de Brive. Alors, Brive, un des élèves de super-héros de la promotion d'avant, était lui-même d'origine briviste, et il dit mais c'est là-bas qu'il faut aller, il y a un chef pilote extraordinaire, si, il avait tout organisé, et nous on est partis à Brive, et là, quasiment le paradis. Alors le paradis, pourquoi? Parce qu'on est tombé sur un... Quand je dis on devait être une douzaine à peu près d'accros définitifs au pilotage. C'était devenu on commençait déjà à parler on était en deuxième ou troisième année, mais même en deuxième année, on commençait à se dire, tiens, si on allait faire notre service dans les essais en vol, puis après rentrer dans les essais en vol de constructeurs, on était vraiment, à ce moment-là, devenus vraiment des passionnés. Et on est tombé à Brive donc sur un chef pilote, André Fabry, hélas qui s'est tué dans un accident d'avion, un type extraordinaire, un physique à la Mermoz, vraiment, et un type qui avait un charme, j'hésite pas à le dire parce que c'est purement, on appelle ça au-dessus du charisme aussi, une espèce d'empathie naturelle, en particulier pour les super-héros qui débarquaient sur le terrain, parce que il faut comprendre que ce chef pilote, Fabry, que nous appelions le baron, il avait infiniment plus de tendresse et de goût pour la formation de gens comme nous, qui étaient censés savoir à peu près comment vole un avion, qui manifestaient une vraie passion pour ça, plutôt que pour des gens qui venaient à l'aéroclub de Brive, à la sortie sur la route de Bordeaux, le dimanche, parce que à l'époque, il n'y avait pas trop de terrain de golf, donc, comme il disait, je préfère vous faire voulez-vous, plutôt que les bourgeois brivistes. Bon, je ne sais pas s'ils se reconnaîtront, mais bref. Et ce type, mais quand je dis ce type, c'est affectueux, on s'est pris de passion pour lui parce que c'est vraiment un type formidable. Et lui aussi, alors il nous a pas, moi je dis c'était pas un instructeur pour nous. C'était ce que j'appelle, moi souvent j'ai eu la chance de rencontrer pas mal, c'était un maître. C'est-à-dire c'est des gens, maîtres au sens un petit peu ancien des relations entre le maître et l'élève, c'était des passeurs de quelque chose, d'une conception du rapport avec l'avion, de ce qui est important, de ce qui l'est moins, de la confiance. Il nous a fait énormément confiance, il nous a fait faire des choses fantastiques, et je pense que tout ce qui nous reste, le nombre de dizaines finalement de gens qui sont passés par ses mains et qui sont allés au bout, il nous reste des choses, je touche du bois, mais qui font que les bases de ce qui fait la sécurité d'un pilote, la confiance qu'on peut avoir en lui, je crois qu'il nous les a naturellement inculquées. Alors, la phraséologie à la radio, les circuits bien peints comme ça, non, c'était pas trop son truc. Il disait, ça vous l'apprendrez, vous débrouillerez, bon, ça. Mais par contre, je me rappelle de séances de ce qu'on appelle la maniabilité, c'est-à-dire pour être vraiment à l'aise avec un avion, il nous faisait faire des trucs, il disait, tiens, allez, viens, on va faire une demi-heure là-dessus. Et là, c'était une demi-heure où il nous montrait ce qu'on peut et ce qu'on doit faire avec un avion. Et vraiment, nous devons beaucoup au baron, André Fabry, qui était vraiment un type extraordinaire. Et j'ai eu l'occasion, à l'inauguration du nouveau terrain de Brive-Souillac maintenant, ce magnifique aérodrome de province. J'ai été un petit peu parrain de cet aérodrome, ainsi que Catherine Monory d'ailleurs, nous étions ensemble il y a quelques années, et j'avais été content de pouvoir rendre un hommage devant
le public assistait à cette inauguration, un hommage vraiment chaleureux à Fabry. Et je crois que ça a fait plaisir à beaucoup de brévistes qu'on remette le personnage de Fabry un peu comme ça. Ces gens-là sont les gens qui ont fait l'aéronautique française, font partie des gens qui ont fait ce qu'elle est, c'est-à-dire des transmetteurs de passion, type formidable. Bien, voilà, ça me fait plaisir d'avoir parlé de lui. Et donc super-héros, le diplôme, et puis... Vous aviez une spécialité particulière ou alors c'était assez généraliste? C'était très généraliste. Alors il y avait en troisième année des options. Il y avait des options plutôt électroniques, des options plutôt, on va dire mécaniques. Je crois qu'il y avait 3 options. Puis oui, c'est ça. Puis une option plus propulsion. Donc, autrement dit, les moteurs électroniques et puis un peu le reste. Et moi, j'étais le reste parce que j'étais passionné par la mécanique du vol. Là aussi, les qualités de vol, la mécanique du vol, tout ça, nous avions vraiment, c'était plus que des profs. C'était même le prof de maths de super-héros qui s'appelait Basse, qui était un polytechnicien et un mathématicien assez célèbre à l'époque. C'est pareil, quand je relis, il se trouve que j'ai cette perversité absolue de me passionner encore pour les maths et d'en faire encore régulièrement. Je me sers ce qu'on appelait le BAS, puisque c'était son nom, le BAS, un gros bouquin rouge dans lequel il y avait tout le programme des maths qu'on faisait dans cette grande école, qui sont des maths déjà d'un niveau assez élevé. Et c'était un ouvrage merveilleux, c'était un type étonnant. Donc on a vraiment eu des maîtres, Alors, peut-être que c'est ça l'élitisme, mais comment peut-on se plaindre d'avoir des gens, des passeurs de connaissances et des gens qui vous font ce que vous êtes, qui soient de grande qualité. Ce qui serait bien, ce qu'on pourrait souhaiter, c'est non pas que ça disparaisse du système des grandes écoles et des études supérieures, mais que ça rejoigne aussi les choses plus modestes au niveau de l'enseignement. Bon, ça c'est un autre type de rêve. Bien, ce qui est important de dire, c'est que pendant qu'on était à Super-Héros, c'était encore la guerre d'Algérie. Et donc en fait on était rentrés, les furieux de l'aviation, dans un système de formation, de préparation à exercer dans l'armée de l'air française pendant notre service militaire, parce qu'à l'époque on faisait un service militaire, nous étions ce qui s'appelle le régime des IMO, instruction militaire obligatoire, qui avait un tout petit côté scandaleux que j'aime bien évoquer de temps en temps, parce que l'IMO, ça voulait dire, en termes voilés, derrière ce sigle un peu, cet acronyme, ça voulait simplement dire que nous étions rentrés dans une grande école, donc on serait sous-lieutenant par le droit divin dans les forces, peu importe, en l'occurrence pour nous, l'armée de l'air. Sachant que la seule grande école, et ça j'ai jamais compris pourquoi, qui n'avait pas adhéré à ce système, c'était Supélec. Donc, mais toutes les autres grandes écoles avaient bien entendu choisi ce système de l'IMO qui imposait simplement, pendant la durée de la présence à l'école, d'avoir quelques séances d'instruction, de formation, un stage d'été, enfin c'était 3 fois rien, beaucoup plus léger que la préparation militaire supérieure ou des choses comme ça pour les EOR qui étaient Et puis surtout le fait qu'on rentrait instantanément dans la durée légale comme sous-lieutenant, avec la solde afférente. Donc c'était un avantage un petit peu, allez on peut le dire maintenant, c'est un petit peu scandaleux quand même, mais bon, on n'allait pas refuser ça. Donc dans ce cadre-là, nous avions été sous réserve d'une aptitude médicale que nous avions tous, avec angoisse, été vérifiée aux portes de Versailles, ça s'appelait le CEMPN, je crois que c'est toujours comme ça, le centre d'expertise militaire du personnel navigant. On vérifiait qu'on n'était ni daltonien, et on nous déclarait aptes à devenir éventuellement des PER, pilotes élémentaires de réserve. Et on savait, de par nos anciens qui étaient déjà passés par là, que on allait assez vite en Algérie et qu'on volait sur T6. Et qu'on allait faire de l'appui-feu pour les troupes au sol, etc. Et pour nous, étudiants, il n'y a pas malice, il n'y a pas méchanceté dans ce que... Pour nous, c'était... Il
le côté guerre, si vous voulez, le côté terrible de cette guerre était quelque chose d'à côté. Pour nous, il s'agissait d'aller voler, et plutôt que de rester dans des bureaux, de faire le métier de pilote. Et après, peut-être d'en tirer certains bénéfices pour la vie professionnelle. Mais, alors je ne veux pas dire malheureusement, quand même pas exagérer, mais les accords d'Évian ont mis la fin à tout ça. Bon, plus besoin de pilotes allant faire de l'appui-feu, et surtout de pilotes élémentaires, allant faire de l'appui-feu en Algérie. Et donc, on ne savait plus très bien quoi faire des PER. Et on était quand même assez nombreux. Et donc, on nous a un petit peu... l'armée a eu cette intelligence de laisser les gens un petit peu choisir en fonction de ce que leur métier futur, etc. Bon, nous, il se trouvait qu'on était un certain nombre à avoir déjà fait un stage chez Dassault, aux essais en vol, toujours comme ça c'était là. On avait fait un stage aux essais en vol, et apparemment, bon, ça s'était pas trop mal passé. J'avais fait un stage donc à Villaroche, je crois me souvenir que c'est entre la 2e et la 3e année de super-héros, et que donc très intelligemment, l'armée de l'air et Dassault se sont mis d'accord pour que, sachant que on allait rentrer aux essais en vol du constructeur, on aille faire notre service militaire au centre d'essais en vol, alors d'aucuns à Brétigny, d'autres à Istres, ça c'est un petit peu des questions de... Et donc, super-héros, je rentre au centre d'essais en vol de Brétigny, continue la vie de coq en pâte parce qu'on n'était pas plus militaire qu'on était en civil toute la journée, on faisait des trucs intéressants, on volait, dès qu'il y avait un avion où on pouvait embarquer, je me rappelle des vols en Siebel, etc., des vols, on allait faire des... Tout ça, c'est des souvenirs qui reviennent comme ça au fur et à mesure que je parle. On allait faire des vols 0G. Aujourd'hui, on entend parler de ça, notamment avec Novespace, qui se passe à Toulouse et tout. Mais à l'époque, on faisait déjà des vols 0G, assez longues, des paraboles assez importantes, avec des Siebel. Et le roi un des rois du 0G, c'était un monsieur qui s'appelait Hydrac, qui était le patron de la section mesure ou méthode, je ne me rappelle plus très bien, du CEV Brétigny. Et tous ces gens-là étaient des ingénieurs, mais qui faisaient partie de ce qu'on appelait les corps techniques, je crois à l'époque, c'est-à-dire qu'ils avaient tous des licences de pilote en règle et qui volaient dès que possible. On leur maintenait une expérience de navigant, ce qui était pas une mauvaise idée du tout, parce qu'ils savaient de quoi ils parlaient. Et donc j'étais dans sa section, service méthode, et donc on s'occupait de qualifier des instruments de mesure. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour qualifier par exemple un accéléromètre que d'aller faire des 0G? Et moi j'avoue que j'adorais ça, parce que c'était un grand moment d'émotion. Donc ces moments qui duraient, c'était pas aussi long que les paraboles d'Airbus à 300, mais je crois que c'était je me rappelle d'entre 15 et 20 secondes d'accélération extrêmement faible, où on se sentait flotter, alors il y avait toute une série avec l'eau dans le verre, enfin et on enregistrait le comportement de certains instruments de mesure, et on arrivait à faire, je me rappelle, une dizaine, quinzaine, voire une vingtaine de paraboles dans un même vol, c'est-à-dire des ressources, passage par zéro, etc. Et moi je supportais ça très bien. La première fois, j'avais été un petit peu perturbé parce que, non pas par le comportement de mon estomac, mais par les bruits que faisaient les moteurs. Parce que l'alimentation des moteurs pendant la phase en apesanteur n'était pas tout à fait terrible. Je pense que c'était des moteurs à carburateur. Je ne me rappelle plus quand c'était des moteurs Renault. Enfin, je me rappelle plus très bien les moteurs des Siebel. C'est tellement loin. Mais je sais qu'ils aimaient moyennement ça et que ça ratatouillait un peu. Mais ça ne durait pas très longtemps et hop, on reprenait, etc. Dans la ressource suivante. Donc c'était une vie de rêve si vous voulez, parce qu'on faisait des choses intéressantes, on volait, on était avec des gens formidables, des ingénieurs de nos anciens, et puis en plus, je vous dis, on avait une petite solde de sous-lieutenant, mais ça aide à vivre quand même, et puis
d'autant que certains d'entre nous, je continue à évoquer des choses qui aujourd'hui sont presque scandaleuses. Non seulement on avait la solde de sous-lieutenant, mais on avait signé ce qu'on appelait des pré-contrats, parce qu'à l'époque l'industrie avait tellement besoin d'ingénieurs que quand elle avait repéré, Dassault faisait ça, mais beaucoup d'autres entreprises le faisaient, quand elle avait repéré des ingénieurs qui avaient l'air de correspondre un petit peu, d'abord qui étaient des gens qui apparemment avaient le bon profil, et en plus capables de prendre des postes où il y avait besoin de monde, pour être sûr qu'on n'allait pas ailleurs, on nous proposait de signer un contrat accompagné là aussi, une petite solde non négligeable, c'est-à-dire qu'on avait double solde, l'armée et puis le futur employeur. Et à l'époque, je me rappelle, ça aujourd'hui c'est risible, j'en ris encore, mais on avait des grandes discussions à l'époque pour savoir, parce qu'on nous proposait un contrat de 2 ans, c'est-à-dire qu'on s'engageait dans ces pré-contrats à rester 2 ans chez Dassault, ou moi c'était chez Dassault en l'occurrence, et on se disait, oulala, mais 2 ans, et si c'est pas bien, si on se plaît pas, c'est drôlement long. Aujourd'hui, je veux dire, on rigole et on en rigole encore. Et donc on avait fini par signer, et donc tout allait bien. On était, je vous dis, des coqs en pâte faisant des choses intéressantes et dans des conditions. J'espère qu'aucun jeune d'aujourd'hui n'entendra ce que je suis en train de raconter, parce que. Donc, mais je le dis, ça veut aussi dire quelque part qu'on peut toujours rêver que cette époque, qui est les 30 Glorieuses, il faut le savoir, où les choses, tout n'était pas rose, mais je veux dire, les choses étaient positives. Les taux de croissance, ça ne se promenait pas autour de 0, ça approchait même parfois les 2 chiffres. Enfin, donc, on reconstruisait complètement un monde. Et les prototypes, il y en avait dans le monde aéronautique, je connais mieux, il y en avait des prototypes, des palanquets, il n'y a pas d'autre mot. Et donc c'était une époque dont je dis simplement, si elle pouvait revenir un peu, ou quelque chose d'analogue, ce serait quelque chose ce serait bien, tout simplement. Donc fin de Supaéro, fin du service militaire, et l'entrée dans la vie professionnelle. Alors la vie professionnelle, elle a commencé à Villaroche, à Melun-Villaroche, puisque j'avais été stagiaire aux essais en vol, proposé à l'embauche par le directeur des essais en vol qui s'appelait Jean-François Cazobiel, et puis donc signataire de ce fameux contrat. Et donc débarque un beau jour, nous débarquons un beau jour, on était 3 ou 4, peut-être même un peu plus, je ne sais plus. Enfin, toujours de la même promo, on vivait. J'étais plus proche de ces gens-là que de ma famille. C'est des gens avec qui on avait fait l'école, l'armée ensemble, tout et on commençait notre vie professionnelle ensemble. Donc c'était des frères pour moi. Et donc on commence. Et moi je débarque dans les essais en vol en me voyant déjà sur les avions. Alors j'avais un petit, je ne sais pas pourquoi, j'avais dit, moi j'aimerais bien travailler sur parce qu'on commençait à parler des Falcon, le premier vol Falcon avait lieu en 63, et moi je rentre officiellement et définitivement chez Dassault en 66, donc on est au tout début de la vie ce qu'on appelait le Mystère 20 à l'époque, avant de s'appeler Falcon. Et bien pas du tout, je ne vais pas faire ni de Mystère 20, ni d'avion militaire. Je me retrouve à m'occuper de sièges éjectables. Ah! Alors pourquoi de sièges éjectables? Ça, c'est une chose qui mérite d'être racontée. Il se trouve que c'est quelques mois après l'accident d'un prototype d'avion à décollage vertical qui s'appelait le Balzac. Alors il faut que j'explique pourquoi Balzac, parce que sinon la postérité ne saura jamais pourquoi on appelait un avion Balzac. Eh bien c'est parce que c'était vraiment le pré-prototype d'une famille d'avions à décollage vertical, donc c'était le 01, mais c'était même le 001, c'était le tout premier, Balzac 001 qui était le numéro de téléphone d'une agence de publicité de l'époque, il faut le dire parce que ce genre les gens, moi j'ai vu beaucoup de gens me dire mais Balzac, pourquoi vous l'aviez appelé un avion Balzac?
Alors, à cause de ça, voilà, à cause de Jean Mineur publicité. Vous voyez que les choses sont parfois un peu tortueuses. Elle était d'autant plus connue que c'était de la publicité cinématographique et qu'on la voyait tout le temps sur les écrans à chaque fois qu'on allait au cinéma. Voilà, et que c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, le petit Mineur avec son casque, il lance son, alors maintenant des animations, des décors, etc., ça vient de là. Donc, qui est-ce qui sait ça aujourd'hui? Moi, je l'explique chaque fois que je peux, qu'il y a une relation entre ce petit personnage et un prototype d'avion qui donc avait eu un accident dramatique à l'occasion duquel un major de l'armée de l'air américaine venu évaluer l'avion s'était tué. Et on avait découvert à ce moment-là une chose, on avait constaté hélas que le siège éjectable des avions de l'époque, qu'on disait 0,90 nœuds, c'est-à-dire si vous étiez au ras des arbres et au moins 90 nœuds, l'éjection du siège permettait de sauver le pilote. 90 nœuds, donc 150, 160 km à l'heure. Oui, à condition qu'il n'y ait pas de vitesse vers le bas, que ce soit une vitesse purement horizontale. Alors un avion à décollage vertical de vitesse horizontale, il n'en avait pas. Il était en stationnaire et dès que les moteurs, c'était une panne de moteur, sont arrêtés, il est tombé. Et le temps que le pilote réagisse et s'éjecte, il est parti. Il s'est éjecté depuis une plateforme qui était déjà en train de tomber. Donc la plateforme d'éjection s'effondre vers le sol, le pilote sort, mais il sort déjà dans des conditions telles que manque de vitesse, manque d'énergie, et donc finalement le parachute n'a pas le temps de s'ouvrir, ça se termine très mal. Donc on découvre, horreur, qu'on développe des avions capables de se sustenter comme des hélicoptères finalement, mais qu'il y a tout un domaine dans lequel on ne peut pas sauver le pilote. Il y a des problèmes d'ailleurs avec le Mystère 2, me semble-t-il, qui avait eu des problèmes de siège éjectable. Il y avait eu des problèmes, mais qui retiré. Voilà, mais là c'était des problèmes de fonctionnement, de qualification. Là, le siège avait bien marché, mais on lui demandait de faire quelque chose qu'il n'était pas capable de faire. Donc le constructeur Martin Baker, constructeur britannique, avait dit il n'y a qu'une solution, c'est en plus du canon qui catapultait le siège en dehors de l'avion, rajouter des fusées sous le siège, des blocs fusées pour augmenter finalement l'énergie communiquée Mais il fallait donc essayer de qualifier le domaine de ces nouveaux sièges avec des fusées. Et on a donc monté tout un système d'essai extrêmement compliqué à Villaroche qui mériterait à lui seul des explications détaillées. D'ailleurs, j'essaye d'écrire tout ça un petit peu avec les quelques photos que j'ai et tout, parce que je pense que c'est vraiment extraordinaire. Et on a réussi à qualifier un domaine d'éjection beaucoup plus... c'est-à-dire qu'on a accepté des vitesses verticales vers le bas, c'était des sièges beaucoup plus performants. Et les sièges d'aujourd'hui, il faut le savoir que, ça c'est une de mes fiertés, c'est qu'au fond, le siège des avions d'aujourd'hui est un dérivé alors il s'appelle Mark, je ne sais plus combien maintenant, mais à l'époque c'était le Mark 6, et le Mark 6 c'était le siège que nous avions mis au point, ou aidé à mettre au point avec ces essais, qui donc au fond ont été mes premiers essais, non pas d'avion, mais de moyens d'équité, ce qui est quand même assez... Alors bon, j'avais trouvé ça formidable quand même, et puis je m'étais dit, c'est comme ça, et puis... les choses ont continué à prendre une direction que je me disais, alors comment je vais... Moi je suis venu ici faire des essais d'avion, et on m'a demandé de donner un coup de main sur un programme d'engin qui s'appelait le MD620, qui était un engin, un missile finalement, un missile sol-sol, que la France de l'époque faisait pour profit des Israéliens. On tirait ça depuis l'île du Levant, l'équipe d'essai manquait un petit peu et donc j'ai donné un coup de main, là aussi, on me dit, mais non, ce n'est pas pour longtemps, t'inquiète pas, tu vas t'occuper d'avion après, mais là, il faut donner un coup de main. J'ai donné un petit coup de main, mais qui n'a pas duré très longtemps, je faisais de la restitution de trajectoire. Là aussi, j'ai appris, c'est jamais neutre ces choses-là. Ça m'a permis d'apprendre... à l'époque, à manipuler les premiers ordinateurs de l'époque, vrais ordinateurs. Je me rappelle de son nom, il s'appelait l'IBM 1620, qui était absolument incapable de faire ce que fait mon téléphone portable, mais qui tenait quand même une pièce complète et pour lequel on perforait des cartes, il y avait des grands listings qui sortaient, enfin bref. Mais on apprenait, puis
on apprenait le fameux langage Fortran. Donc là aussi, c'était de la culture et de l'expérience. Mais je ne sais pas si les gens se rappellent de ça, mais le général de Gaulle avait publiquement déclaré un embargo sur les armements à destination d'Israël. Je crois que c'est juste avant ou juste après la guerre des 6 jours, quand il avait évoqué ce peuple orgueilleux et sûr de lui. Donc, mais on a continué, je pense, à transférer discrètement aux Israéliens tout ce qu'il fallait pour continuer à faire l'engin qu'ils ont dû avoir, qui a dû être opérationnel, mais ça, bon, je ne l'ai pas su, et puis après tout, je ne veux pas le savoir. Bon. Et donc est arrivé le moment où finalement j'ai commencé à vraiment m'occuper d'avions. Alors j'ai fait un petit peu j'ai été formé, parce que tout ça c'est quelques mois et c'est extrêmement formateur. On est avec des ingénieurs en chef ou des responsables de programme avec qui on vit à H24, y compris les samedis. À l'époque, le week-end c'est une journée. Et on est tout le temps avec eux et on apprend beaucoup. Et je me rappelle avoir donné aussi un coup de main, puisque c'était des coups de main à l'époque, mais c'était pour apprendre, sur des programmes de Mirage 3, de l'exportation, des choses comme ça. Et puis jusqu'au jour où on m'a dit, bon, bah, tu vas maintenant, il y a un programme d'avion qui arrive, dont tu vas t'occuper. Et ce programme d'avion extraordinaire, c'est mon premier avion vraiment en tant que... Je fais un peu aussi des mystères, des essais, tout ça pour apprendre. Je me rends compte aujourd'hui, finalement, que les gens qui nous faisaient faire ça ne nous disaient pas « tu vas faire ci demain, puis dans 30 ans tu feras ça ». Mais ils avaient organisé, appelons ça nos carrières, de façon extrêmement intelligente. Je leur suis infiniment reconnaissant parce que j'avais dit que j'étais intéressé par faire les avions civils, les Falcon, etc. Je trouvais que ces avions étaient beaux, et puis ça m'attirait, si vous voulez, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et ça, c'était rentré dans l'oreille du directeur des essais en vol qui avait dit, bon, bah toi, un de ces jours. Bon. Et un jour, il m'a dit, bah tiens, voilà, il y a un petit programme. Donc, ça y est, j'étais heureux. Puis en plus, là, je volais. Parce que l'engin, on ne vole pas trop. Les Mirage 3 Export, c'était des monoplaces. Bon. Les sièges éjectables, au début, j'étais pas monté dessus. Donc la première fois, et là j'ai pu revoler avec des gens extraordinaires comme le prince Ringuet qui vient de mourir il y a... Ça, pour moi c'est une grande tristesse. Hervé le prince Ringuet qui est décédé il y a quelques semaines était un grand pilote d'essai et je trouve qu'on n'en a pas parlé. Mais Hervé, c'était un grand bonhomme. J'ai beaucoup volé avec lui et j'ai volé avec Jean-Marie Saget, autre grand pilote, avec Henri Suisse, avec ces équipes que nous faisions, c'était formidable. C'est-à-dire, le jeune ingénieur d'essai avec le pilote chevronné, c'était là aussi, on regardait faire des maîtres, des artistes. Et donc, un beau jour, finalement, le directeur des centres me dit, tu vas t'occuper de l'Hirondelle. Ah! Alors l'Hirondelle, on entendait parler, l'Hirondelle MD 320, c'était son nom officiel, était un avion voulu par M. Dassault. C'était un avion de M. Dassault lui-même. Je ne suis pas sûr que tout le monde était convaincu que c'est ça qu'il fallait faire, et c'était un avion, c'était un biturbopropulseur avec des Astazou 16, je crois. C'était des moteurs qui devaient faire 800 chevaux chacun. Donc c'était une belle petite machine. Et quand je dis belle machine, elle était magnifique. C'était un avion. Il avait ce petit biturboprof avait le look des Falcon, c'est-à-dire mais deux moteurs très fins sur les voilures. Et bon, j'ai pris un plaisir immense à participer aux essais. J'ai pas volé dès les débuts. C'était 2 pilotes d'essai au début. Puis après, dès qu'on a pu faire voler un ingénieur, ça a imposé que je sois beaucoup à Mérignac, parce que c'est là-bas qu'il était. C'est un avion conçu par le bureau d'études de Mérignac. Les essais se sont faits en grande partie à Mérignac avant de venir à Villaroche. Donc j'ai beaucoup navigué. Mais cet avion, hélas, et j'aime bien raconter ça parce que c'est la fin d'un programme un peu triste qui n'a pas débouché, mais il illustre parfaitement ce qu'était M. Dassault.
c'était un avion qu'il voulait. Alors il voulait faire cet avion pour les forces aériennes, comme avion de liaison, avion d'état-major, pour succéder finalement aux Flamands, ou Spiral, à tout un tas d'avions qu'il avait fait pour les forces armées. Et bon. Puis son idée, c'était aussi d'en avoir une version civile, parce que honnêtement, j'ai volé après dans ma vie aéronautique sur des avions comme le King Air, par exemple, de Beechcraft. C'était largement plus performant, beaucoup plus bel avion que le King Air, et donc on aurait pu rêver. D'ailleurs, on avait essayé à la fin de vendre la licence à Beechcraft, mais ça ne s'est pas fait. Donc je reviens à M. Dassault. M. Dassault, c'était son avion. Et M. Dassault, pour lui, l'avion qu'on avait fait, et duquel je participais, bon, il écoutait, chaque fois qu'il y avait un vol, paf, M. Dassault était au téléphone, je ne sais pas comment il savait, le pilote était à peine descendu de l'avion qu'il avait, alors comment ça s'est passé, et ça, avec basse vitesse, etc. Et force a été de reconnaître que c'est un avion assez difficile à faire. Il était plutôt réussi, mais il y avait des choses encore à mettre au point, notamment des configurations de décrochage, il fallait améliorer un petit peu des choses et tout. Alors ça, c'était un avion brillant. On faisait Bordeaux-Paris en 1 heure. C'était quand même à plus de 500 de moyenne. C'était parfait à l'époque. C'est un avion rapide, très élégant, très Petit Mystère 20, quoi. Petit Mystère 20, exactement. Petit Mystère 20. À turboprop. Donc consommation, bon, parfait. Une machine magnifique. Assez confortable finalement. Bon, c'était pas un gros fuselage, mais on pouvait se trimballer 8 personnes. Je vous dis, pour moi c'était beaucoup mieux qu'un King Air, mais bon. Et M. Dassault s'est fait une idée, et probablement la bonne idée, c'est-à-dire qu'il disait, bon, l'avion qu'on a fait, il a 14 sur 20, 15 sur 20, moi je veux 18. Donc à un moment, il a dit, bon, allez, on arrête, c'est trop difficile, vous ne savez pas le faire. Il disait de façon assez cassante des fois, donc c'est pas l'avion que je voulais, vous n'avez pas réussi votre coup, je vous avais dit de faire ça, vous n'avez pas tout à fait voulu, etc. Puis sur des points techniques très précis, il n'a pas toujours tort. Et donc, on a essayé de le sauver, on a tous fait ce qu'on a pu, mais si monsieur, bon, laissez-nous le présenter au Bourget. Non, on ne présente pas ça au Bourget. Finalement, il a accepté, mais on dit, mais la dernière fois, etc. Bref, le programme est mort un petit peu comme ça de sa belle mort. Et c'est pas un échec, c'est triste, c'était un bel avion. Bien. Arrive. Vous faisiez quoi alors sur ce programme? Ah ben j'étais ingénieur d'essai, c'est-à-dire c'était ingénieur d'essai, c'est-à-dire premièrement du développement, c'est-à-dire la mise au point, et puis corriger les défauts, établir les performances, etc. Et puis après préparer une certification pour que cet avion puisse avoir un usage civil, c'est-à-dire toutes les performances sur un moteur, etc. Où il y avait de quoi faire, hein, beaucoup. Et puis il y avait encore des trucs à mettre au point qui n'étaient pas. Il y avait notamment des problèmes de commande de vol. Elles étaient très agréables, mais il y avait des configurations sur un moteur où il fallait mettre tout ça au point. C'est un travail, un avion, c'est pas. Donc, c'est forcément, ça demande forcément de la mise au point. Et les gens qui croient qu'un bureau d'études dessine, on construit et on fait un vol, c'est parfait, allez-y. Pas du tout. En plus, ce genre d'avion est ça c'est vrai, il faut le savoir, ce sont des avions difficiles à faire, difficiles à réussir. Et d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup de très réussis. Le King Air, dans son genre, est très réussi, mais il a quelques petites caractéristiques, notamment il n'a pas des performances exceptionnelles. Donc, il y avait des choix à faire que nous avions faits, et pour que ces choix soient pertinents, il fallait faire de la mise au point. Bien. Donc le monsieur Dassault, il dit maintenant faites-en ce que vous voulez, on a essayé de le négocier avec Beechcraft, qui reprennent l'avion. Bon, enfin bref, tout ça s'est terminé. J'aime mieux plus en parler. C'est à la fois un beau souvenir, un petit peu de tristesse. Mais peut-être monsieur Dassault avait-il raison. Et donc je me retrouve chômeur, mais pas pour longtemps, parce que le directeur des essais en vol, Jean-François Cazobiel, me convoque un jour et me dit « Eh bien, tu as le choix
en gros, il me dit, tu as le choix, il avait un accent bordelais inimitable, donc je ne vais pas essayer d'imiter, tu as le choix entre prendre la fonction d'ingénieur d'essai du Falcon 10 qui allait arriver à son premier vol, pour lequel j'avais déjà un peu collaboré à la définition de l'installation d'essai, parce que l'installation d'essai des avions, je crois qu'aujourd'hui c'est encore comme ça, elle est faite en relation entre les équipes d'essai qui disent, ben, voilà ce que je veux mesurer, et les gens des bureaux d'études qui disent, bah oui, effectivement, nous on aurait envie de savoir si ça se passe bien comme on l'a prévu, etc. Donc j'avais travaillé sur l'installation d'essai en me disant, tiens, peut-être que, et puis effectivement on m'a proposé de. Mais il y avait un mais. C'est que c'était l'époque où l'aménagement du territoire, mais après tout ça peut-être là aussi été une bonne décision, conflit entre Orly, Bretigny, Villaroche, tout ça, on a dit allez, c'est fini, les essais en vol, essentiellement Istres dans le sud de la France, pour Dassault. Et Toulouse et Istres pour le Sud Aviation, devenu je crois aérospatial à l'époque. Et donc, bien, alors il me dit donc tu vas faire les essais en vol du Falcon 10, mais c'est à Istres. Si tu veux pas aller à Istres, bon, il y a peut-être des fonctions au bureau d'études, je ne sais pas, mais bon. Alors il se trouve que j'ai toujours une passion pour la musique que je pratiquais. Malgré l'emploi du temps chargé, j'avais réussi à m'organiser, je continue à faire beaucoup de musique, à diriger un orchestre. Donc, moi, l'idée de m'éloigner de cette vie que j'avais à Paris, qui était, bon, il n'y a pas que la musique, il y avait aussi le rugby que je continue à pratiquer aussi. Je me disais, c'est un changement brutal. Ma femme n'était pas tellement, qui pourtant était marseillaise, et avait découvert le charme de la vie parisienne et dans les conditions où on la vivait, c'est-à-dire plutôt en banlieue pas trop loin et avec un niveau de vie correct. Donc on a hésité et puis finalement un jour on m'a dit mais tu peux aller voir à Saint-Cloud. On m'avait laissé un peu le temps de réfléchir. Saint-Cloud était la direction technique, le bureau d'études. Le responsable du programme Mercure cherche un adjoint pour s'occuper du prototype numéro 2. Et donc je vais à Saint-Cloud, puis là je discute avec M. Amblard, Philippe Amblard, le patron du programme Mercure. Et puis le contact est très bon, il m'explique ce que j'aurai à faire. Et puis je rentre, je dis allez, ma décision est prise. Mon père, qui était un industriel expérimenté, me dit tu as raison, c'est ça qu'il faut faire. Alors, il m'avait dit ça d'une manière à sa façon à lui. Dans l'automobile, il m'a dit, dans l'automobile en tout cas c'est comme ça, les essais, c'est des gens, ils font des contrôles de ce qu'a fait la direction technique. Ce sont des contrôleurs, des vérificateurs, etc. C'est pas eux qui créent les machines. Et il me dit, dans l'aviation, ça doit être pareil. Donc si vraiment tu veux être à l'origine des choses, si tu as envie, si tu as un peu d'ambition technique et tout, c'est plutôt dans les directions techniques que tu pourras t'éclater que faire le métier de contrôleur aux essais en vol. Bon, j'espère que les gens des essais en vol n'écoutent pas trop ça, parce que c'est quand même des contrôleurs peut-être un peu, mais ils ne font pas que ça, ils participent aussi quand même. Bon, bref, c'est un autre débat. Donc lui, il me pousse à ça, je vous ai dit ma femme aussi, et puis je réfléchis et puis je dis bon, allez, je vais sur Mercure, donc je vais voir le directeur des essais en vol, je lui dis écoutez, j'ai pris ma décision, mais et je lui explique pourquoi. Mais il me dit mais comment tu fais tout ça là, comment explique-moi, parce que on te laisse quand même, t'as pas beaucoup de temps, on a beaucoup de travail, etc. Bon, je lui dis c'est les 3 x 8. Alors ça m'est venu comme ça, et il m'a dit c'est quoi ça les 3 x 8? J'ai dit, j'avais un peu réfléchi avant quand même, j'ai dit si vous prenez une journée, en gros il y a 24 heures, ça c'est même en gros et en détail, mais on va dire en gros, 8 heures de travail, si sur une semaine ça fait quand même, ça fait 56 heures de boulot.
56-60. Donc 8 heures pour le travail. Il y a 8 heures pour le sommeil. Et puis les repas, on va arrondir, on peut mettre 9 si vous voulez, mais ça ne change pas tout. Et puis le sommeil, il y a les repas. Et puis le reste, ça fait quand même pas mal d'heures par semaine. Alors, vous me dites ça alors, je n'y avais pas pensé. Alors je pense qu'il a dû rentrer chez lui, faire des petits calculs. Mais c'est vrai qu'il reste dans la vie, entre la vie professionnelle, on va dire la vie tout court, c'est-à-dire les repas, la vie de famille, les heures passées ensemble. En moyenne, je dis bien sûr en moyenne, c'est pas pareil le week-end, mais si vous faites une moyenne, on s'aperçoit qu'on a énormément de temps pour faire des choses. Énormément. Alors, ça peut être que, pas les 8 heures dont je parlais dans les 3 x 8, ça peut être que 4. Mais si vous mettez 4 x 7, 28 heures par semaine pour faire de la musique, pour faire de la, je sais pas moi, de la peinture, visiter des... Et donc, il est resté comme ça. Il m'a dit, il faut que j'y réfléchisse. Bon, je ne sais pas s'il a réfléchi, mais il m'a dit, bon, écoute, c'est ta décision, je le respecte. Et donc, je suis parti avec armes et bagages, un petit pincement au cœur quand même, rejoindre l'équipe Mercure à Saint-Cloud. Mais je crois que... Alors, je crois à deux choses. Je crois au destin depuis. Je crois beaucoup au destin. Pourquoi ? Parce que si j'étais resté sur... si j'avais finalement fait l'autre choix, je ne serais pas là en train de vous parler. Je ne serais pas là en train de raconter ma vie qui n'intéressera personne, mais que je raconte quand même. Et pourquoi ? Parce que le prototype du Falcon 10 s'est crashé avec à bord le pilote et l'ingénieur d'essai qui a donc pris la place que j'avais refusée. J'aime pas dire que j'avais refusé, que j'avais abandonné au profit d'un autre choix. Donc j'aurais été à sa place et je ne serais pas là aujourd'hui. Alors le Falcon 10-01 s'est crashé au-dessus de la Sologne dans un vol de liaison, ce qui paraît complètement entre Istres et Villaroche, mais au cours duquel a été fait un essai qui avait l'air complètement bénin, petit essai, rien du tout. Ils se sont dit, bah tiens, on a 1 heure de croisière, là, on a un essai à faire en altitude et tout, ça tombe bien, on va faire un petit... Et bah oui, mais sauf que cet essai a tué les 2 personnes, donné un sérieux coup au programme, mais surtout, ou je devrais dire, non pas surtout, mais aussi fait progresser l'aviation parce que on a découvert à cet instant-là, enfin à cause de cet accident-là, on a découvert tout un tas de comportements des fuselages d'avions, de causes de rupture sur ce qu'on appelle le double coup de pied, le double kick des Américains, et que d'ailleurs on a retrouvé dans un accident beaucoup plus récent, cette fois très meurtrier, autour de, je crois dans le Queens, à côté de New York, où un avion passe en gros, je crois que c'est un A300, je crois que c'est un A310, je ne suis pas sûr, je ne me rappelle plus très bien, passant dans le sillage d'un gros avion qui avait décollé dans lui, tout ça dans l'environnement de New York, a été très secoué et les pilotes, au lieu de laisser faire, ont essayé de contrer au pied les turbulences comme ça, et ce double kick, ils ont fait aussi et qui a cassé la queue de l'avion net, comme ça avait été le cas du Falcon 10. Donc cet accident, dont j'aurais pu être la victime, c'est pour ça que je crois au destin, et à la chance, tout ça c'est lié, a quand même fait faire beaucoup de progrès, et c'est souvent le cas, les accidents aériens font faire des progrès, comme ça. Donc, et puis l'autre aspect de ce choix que j'avais fait, l'aspect positif, c'est que je me suis retrouvé dans une équipe formidable équipe Mercure. Alors pour des tas de raisons. D'abord, tout de suite, on est d'accord, le Mercure est un succès technique incontestable et un échec commercial monumental. Arrivé trop tôt, sur le marché à l'époque de la crise des pétrolières, enfin je crois du premier grand choc pétrolier, donc avec des compagnies aériennes en difficulté, etc. Bon, probablement pas avec les très bons moteurs. Les JT8 de Pratt & Whitney, qui étaient des moteurs vraiment bruyants et consommateurs, mais capables de recevoir tout de suite la génération suivante.
moi je le dis, même du siège, je m'attirais les foudres de tout le sud de la Loire. Cet avion, quand on le regarde bien, préfigure la 320. Et en fait, c'est la même taille exactement. Il avait le défaut, il avait deux défauts, arrivé au mauvais moment, et puis c'était au fond, personne, à part Dassault, personne ne voyait Dassault dans ce monde des avions de transport, de l'aviation commerciale. Et je pense que Dassault était mal configuré psychologiquement pour s'investir vraiment dans ce programme qui n'était pas un gros Mystère 20. C'était pas un gros Mystère 20, c'était un nouvel avion. On rentrait sur un marché qui, quand on voit ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on sait que les A320, on en sort 40 par mois, enfin, c'est complètement ahurissant. Et alors que des Mercure, il y en a eu 12 de fait au total, y compris le prototype qui n'a pas servi en ligne. Donc le défaut, je crois, c'était pas un avion. Dassault a réussi techniquement l'avion, mais commercialement n'a pas su faire. Il faut savoir que la consigne qui venait du président de l'époque, M. Claude Bénaud-Vallière, était on poursuit le programme si grande compagnie l'achète. Sinon, la grande compagnie, Air France, bien évidemment. Et Air France n'a pas fait ce choix. Alors c'est Air France ou une grande compagnie européenne. Les autres se regardaient, on disait si Air France ne prend pas nous, KLM ou Deutsche, non. On dit ben non, c'est pas grave. Bref. Mais par contre, ce que peu de gens savent, c'est que des Américains, et pas n'importe lesquels, avaient repéré cet avion, notamment Fred Smith qui crée à l'époque Federal Express, et pour lui, il avait trouvé que c'était l'avion parfait. À la place, il a mis des armées de Boeing 727 après, puisque ça ne s'est pas fait. Mais on avait dit, Fred Smith, Federal Express, qu'est-ce que c'est ce petit truc? Le camion transporte des colis aux États-Unis. Non, c'est pas sérieux, c'est pas une grande compagnie. Vous savez ce que c'est devenu. Et puis l'autre, c'était Hughes Airways, parce qu'il aussi, c'est une grande compagnie. Airways, c'est une grande boutique américaine. Et on a dit, non, c'est pas une grande compagnie. Donc, il y a eu des gens qui ont plaidé, mais peu importe ça, il n'y a rien eu à faire. On a laissé le programme jusqu'à Air Inter, qui en était ravi. Chacun de ces avions a fait ses 50 000 heures sans tuer personne. Moi je suis fier, j'ai travaillé sur un avion dans lequel j'ai tué personne. Bon, alors je me suis occupé de beaucoup de choses et c'était une vie techniquement, pour un ingénieur, c'était le rêve. J'étais responsable du cockpit de l'avion, c'est-à-dire l'aménagement. Je passais donc ma vie avec les pilotes, de la certification en équipage A2. Ça avait été l'affaire du siècle, parce qu'à l'époque, on volait au minimum A3. Il faut se rappeler qu'on venait des Constels ou des avions comme ça, où il y a des équipages à 5, 5 puis 4, puis 3 avec l'officier mécanicien, qu'on était en train de rayer de la population laborieuse. Donc j'avais même eu droit, en tant que responsable de ce point de certification, à des invectives de syndicats de navigants. Donc même ça, c'était passionnant. Donc moi je disais, attendez, moi je fais un truc technique, maintenant après c'est de la politique. Donc j'avais fait donc les commandes de vol, le cockpit, l'atterrissage automatique, j'ai fait que des choses absolument passionnantes sur cet avion, dans un environnement d'amitié là aussi. Et Philippe Amblard est resté un ami, le chef. Maintenant il commence à avoir un âge canonique, mais il est encore bon pied bon oeil. C'était un vrai patron d'équipe. Et puis il y avait dans cette équipe des ingénieurs qui sont tous restés de très très bons amis. Et des années après, c'est un avion qui est certifié en 73-74, donc on est plus de 40 ans après. Et c'est des gens avec lesquels on est encore une amitié profonde. Ça veut dire des choses. Bien, alors après on m'a confié assez rapidement un ours extraordinaire qui c'était un Mystère 20, donc je revenais à mes premières amours, le Mystère 20 à stabilité variable. Alors ça, c'était un programme de l'État. L'idée, c'était de faire un simulateur volant, finalement. Et ça nous a beaucoup intéressé, ça a beaucoup intéressé Dassault de faire ça, parce que
au fond, cet avion qui devait être capable en vol de simuler n'importe quel autre avion, enfin, dans un certain domaine, bien sûr, mais de reconstituer dans le domaine dont le ministère 20 était capable des comportements qui étaient les comportements de l'avion simulé, utiliser une technologie qui allait faire... Il a été le premier à utiliser ce programme qui était l'engine de commande de vol électrique et un calculateur numérique. Ça a été le premier à fonctionner comme ça. Parce que sur les avions d'armes, on a commencé par des commandes de vol électriques, mais avec des calculateurs analogiques, puis après des calculateurs numériques. Donc c'est vraiment, il y avait tout cet aspect-là qui a beaucoup intéressé Dassault. Et puis nous, ça nous a permis encore une fois, de faire du... Quand vous donnez à un ingénieur un ours comme ça, où il faut inventer, parce que imaginez que c'est un avion où le pilote qui est à gauche, il y a les deux pilotes devant, le pilote qui est à gauche, il faut qu'à certains moments, il ait l'impression de piloter un A320 ou un Beech, ou peu importe, ou même un Concorde dans certains coins du domaine. Et par contre, celui qui est à droite, c'est un pilote de sécurité, et si ça se met à se comporter bizarrement, tac, on referme tout, on retrouve un Mystère 20 normal avec ses timoneries, etc. Mais quand on est en mode de vol simulé, les commandes, les gouvernes sont attaquées par des calculateurs, c'est absolument passionnant. Et il y avait même besoin de créer des gouvernes spéciales pour créer des accélérations latérales et tout. Enfin, c'était programme. Malheureusement, ce programme a mal vieilli aussi. Ça arrive, les programmes vieillissent mal. En aéronautique, il y en a beaucoup. On fait beaucoup de choses. Enfin, à l'époque, on faisait énormément de choses. Maintenant, on en fait moins. On se lance moins dans les aventures techniques. Et il a mal fini. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que, bon, on va dire que c'est essentiellement pour des raisons financières et de gestion. C'est-à-dire qu'à un moment, le donneur d'ordre, ça c'est important, qui était la direction générale, la délégation générale de l'armement, la DGA, c'est elle qui avait pris ce programme. Bon, trouvé que ça coûtait trop cher, que c'était trop long, qu'on avait beau lui expliquer, bah oui, mais on est en train de faire un truc que personne n'a jamais réussi à faire et tout. Bon, bref, on a négocié, puis finalement, ça s'est terminé. Ça s'est terminé comme ça, sans que l'avion... Il a fait quelques essais de vol simulé extrêmement concluants. Moi, je me rappelle de Henri Suisse, le pilote qui a été le premier à passer en mode simulé, et qui a dit... on a fait une simulation de Mercure, justement, c'est l'avion qu'on connaissait le mieux, donc c'était le modèle qu'on avait mis à l'intérieur. Donc on demandait au Mystère 20 de simuler un Mercure, et Henri Suisse, qui avait fait beaucoup de Mercure, a dit, c'est incroyable, j'ai vraiment l'impression, si je me retournais pas pour voir que je suis un petit avion, je suis dans un Mercure. Bon. Mais donc je pense qu'on maîtrisait, et qu'on aurait de mieux en mieux maîtrisé cette technologie qui est très pointue, mais bon. Alors peut-être que ces technologies-là, compte tenu de ce qu'on sait faire maintenant, je veux dire avec des simulateurs sol, les moyens de calcul, je ne sais pas si aujourd'hui la simulation en vol aurait encore du sens. Mais à l'époque, peut-être on aura-t-elle encore, je ne sais pas. Mais à l'époque, c'était un très beau projet. Les Allemands l'ont mené à bout, mais beaucoup moins ambitieux. Les Américains, quelques-uns aussi. On avait même été requis par le Strategic Air Command pour éventuellement, quand ils avaient vu ça, je vais vous dire si... Leur idée, c'était de faire de la simulation pour les B-52 à basse altitude, plutôt que de faire voler ces avions qui leur coûtaient les yeux de la tête, qui se vieillissaient beaucoup et qui voulaient préserver comme force stratégique, et entraîner les équipages au vol difficile. Et on peut faire ça dans une machine comme ça. L'idée, c'est de faire ça avec des Falcon 10. Vous voyez, donc ça s'est pas fait non plus. Bon. Mais la dimension onirique de l'aviation est importante aussi. Bien, alors... On continue. On continue, on continue. Et on continue... Si vous voulez, on a encore du temps. On continue, donc... Ce qui est frappant, si vous voulez, c'est que quand je regarde, et souvent quand je dis que j'ai fait 40 ans chez Dassault, et que j'ai surtout fait du civil, ah bon, mais alors je dis oui, on essaye les Mystère 20, les rondelles, ça c'est civil, et les rondelles auraient pu être civiles et vendu aux forces armées, mais c'est un avion de transport, si vous voulez. C'est pas un avion d'armes. Il y avait eu
eu des Mystère 20 militaires aussi. Et il y a eu des Mystère 20 militaires, oui, sur lesquels j'ai travaillé aussi, mais je veux pas, qu'on appelait les Mystère 20 SNA, qui d'ailleurs, où on avait démontré cette capacité, oui, vous avez raison, sur les Mystère 20, les Training Systems ou SNA, le Mystère 20 115, je m'en rappelle bien, on avait démontré cette capacité d'avoir, alors là, cette fois à gauche, le pilote du Mystère 20, et à droite, un pilote de Mirage 3 avec un Cyrano, etc. Donc c'est vrai, oui. Donc on était, tout ce savoir-faire, moi j'ai baigné là-dedans et c'était, et je rappelle, c'est extraordinaire parce que je me rappelle que c'est comme ça que maintenant je peux le dire, il y a prescription, parce que je crois que j'avais pas le droit de faire ça, que dans un vol avec Jean-Marie Saget sur un Mystère 20 115, on faisait de la mise au point, il m'a mis à gauche, c'est-à-dire j'ai piloté le Mystère 20 et lui s'est mis tout de suite à droite avec le manche Mirage 3, etc., de la place droite, et il m'a dit vas-y, il m'appelait Jojo, il m'a dit vas-y Jojo, allez hop. Puis bon, c'est un Mystère 20, j'avais quand même un peu d'expérience de pilote, c'est pas, puis il était à côté, ça s'est très bien passé. Donc c'est vrai qu'on avait toutes ces compétences. Alors après, si vous voulez, j'ai fait beaucoup de choses. Moi, je sais même plus par quel bout prendre les choses, tellement cette société m'a donné l'occasion de faire des choses extraordinaires. D'ailleurs, j'y ai à peu près tout fait, sauf de la production. C'est-à-dire que j'ai jamais été, je les ai beaucoup fréquentés bien sûr, mais j'ai jamais été responsable d'une activité industrielle, dans ce qu'on appelle la production, dans les usines, la préparation, les matériaux, etc. Bon, donc, mais par contre tout le reste, oui. La fin de ma carrière, comme j'étais directeur général des avions civils, il y avait une grande dimension commerciale et financière forcément. C'était bon. J'ai fait de la qualité pendant un certain temps. Parce que j'ai inventé une direction chez Dassault qui a été créée pour moi, qui s'appelle la direction de la qualité en conception. Ça mérite d'être raconté aussi, ça c'est parce qu'au fond, la certification, notamment la certification du Mercure, puis après les travaux où j'avais donné un coup de main sur le développement des systèmes de suivi de terrain, mais en tant que système, pas en tant que programme militaire, et j'avais participé un peu, on s'apercevait que tout ce qui était analyse de sécurité finalement du système était fondamental. Donc petit à petit, j'avais acquis une espèce de savoir-faire, d'expérience pour aborder un concept qu'on avait fini par appeler la sûreté de fonctionnement des avions. Alors la sûreté de fonctionnement, ça veut dire des tas de choses. Moi je trouve que c'est une belle notion. Ça veut dire que c'est de la sécurité bien sûr, mais c'est aussi de la disponibilité. Pour un avion d'armes c'est important, pour un avion civil ô combien. De la maintenabilité, c'est-à-dire que s'il y a des pannes, il ne faut pas que ce soit, il ne faut pas qu'il faille tout démonter. Donc, et pour les avions militaires aussi, il y avait la vulnérabilité, c'est-à-dire qu'il fallait que les avions résistent à des agressions de projectiles, de chocs, de choses comme ça. Donc tout cet ensemble de caractéristiques qui se terminent en ITs, comme on disait à l'époque, on les avait regroupées et j'avais acquis, c'est un mot un peu compliqué, une espèce d'expertise là-dedans, c'est vrai que j'avais, parce que peu de gens parlaient de façon comment dire, pertinente de ces sujets-là, et ça s'appelait la sûreté de fonctionnement. Et donc, il y avait toute une méthodologie, une façon de travailler quand on développait sur qu'est-ce que c'est qu'une analyse de sécurité, comment on étudie la maintenabilité d'un avion, que la disponibilité, qu'est-ce que ça veut dire. À l'époque, on commençait par exemple, je vais prendre de la maintenabilité, à dire une des forces du Mirage 3 par rapport au F-16, donc ça touchait là les militaires, c'est qu'une heure ou du Mirage 2000, pardon, je crois que c'était Mirage 2000 F-16, la comparaison, sinon l'autre n'avait pas beaucoup de sens. Mirage 2000 F-16, ce qu'on disait c'était quoi? C'est qu'une heure de vol de Mirage 2000 égale, je crois que c'était 8 heures de mécanique ou quelque chose comme ça, d'intervention des mécaniciens au sol. Une heure de F-16 c'était 25 ou 30.
Donc, parce que tout est plus accessible, d'abord les choses sont plus fiables, fiabilité bien sûr, hein, au cœur de la sûreté de fonctionnement. Donc toutes ces notions-là, on a créé une direction qui s'appelait la direction de la qualité en conception, dont le rôle, c'était, il y avait deux rôles, si vous voulez. Un, c'était de bien, alors on va dire, structurer toute cette approche, c'est de la technologie aussi, hein, comment étudier toutes ces caractéristiques en ITs, là, et en même temps, ça c'était bien définir la caractéristique sûreté de fonctionnement, et l'autre rôle de la direction de la qualité en conception, on était 5 ou 6, hein, c'était d'évangéliser toutes les directions techniques en leur disant attendez, voilà comment il faut. Alors au début, bien que ce soit des amis, nous voyaient arriver en disant ils vont encore nous expliquer comment il faut. Non, on ne va pas vous expliquer, mais on peut gagner du temps si on fait, etc. Mais c'était passionnant parce qu'en plus il y avait la dimension un petit peu humaine. Il faut savoir s'y prendre pour pas arriver en disant vous travaillez comme des cochons, on va vous dire comment il faut faire. Dire non, on leur disait on va encore améliorer le truc et vous allez voir par rapport. D'ailleurs, je me rappelle de cet exemple de tendeur de mécanique pour un 2000 tendeur pour un F-16. Ça leur avait, s'était dit, je leur ai dit, ça c'est aussi défi important pour une armée de l'air que les performances, la qualité des missiles, etc. C'est fantastique. Donc, comme on est bon là-dessus, il faut savoir bien le mettre, il faut le montrer, comment on le mesure, etc. etc. Et alors là, on les avait aguichés avec ça. Bon. Et, ça a d'autant plus abouti qu'avec le Rafale en particulier, on a atteint vraiment, enfin je dirais pas la perfection, mais presque à ce niveau-là. Beaucoup même les Américains reconnaissent. Étonnés, je crois, finalement du peu d'intervention. Voilà, exactement. Avec peu de personnes. Peu de personnes. Là, c'est les armées autour des avions, oui. Et puis la vitesse à laquelle on changeait un réacteur sur un avion. Tout ça. Donc, alors c'est comme ça qu'on a réussi, je ne veux pas dire embobiner, mais séduire le bureau d'études. Voilà. Et puis petit à petit, on m'a donné la responsabilité de la qualité totale parce que on a créé une direction de la qualité totale. Ça, c'était une aventure. Oui, ça a été passionnant aussi, mais je veux dire, aujourd'hui, si je fais un espèce de retour en arrière, autant la qualité en conception, c'est vraiment une façon d'aborder les produits très sophistiqués que sont les avions et qui sont de plus en plus, une façon avec des méthodologies un peu plus solides, et puis je crois que tout le monde s'y est bien habitué. Ce qu'on a appelé la qualité totale, pour moi, il y a bien sûr qu'il y a la qualité au sens je fais ce qui est dit, je contrôle, etc. Bon, améliorer tout ça, alléger les processus, responsabiliser plus les gens, aussi bien dans les ateliers que dans les bureaux d'études, oui d'accord. Puis après, qualité totale, on part vite, d'ailleurs on en parle moins maintenant, c'est le TQM, je me rappelle, ça s'appelait Total Quality Management, c'était vraiment, on avait plein la bouche ces trucs-là, il y avait des séminaires, des congrès, et moi là j'ai commencé à trouver là-dedans ce que j'appelle des baveux, c'est-à-dire des gens qui s'étaient créés, soit des gâches, il n'y a pas d'autre mot, de consultants, de soi-disant experts, de ces trucs-là, et en fait, bon, on passait 3 jours à écouter des baratins dont il ne sortait pas grand-chose. Donc ça, alors moi j'avais essayé, avec l'équipe qualité totale, on avait essayé d'être plus dans l'esprit d'assaut, c'est-à-dire d'assaut, c'est la technique d'abord, les méthodes, bien, mais pas de baratin s'il vous plaît, donc sinon ce verbiage autour de mots qui permettait à des gens peu compétents de briller en société, bon, donc ça, qualité totale, c'est ça, je crois qu'il y a toujours une direction de la qualité totale, mais elle est plus revenue maintenant, semble-t-il, parce que j'ai encore des contacts, à des fonctions de type direction de la qualité améliorée, hein, c'est-à-dire les process, tout ça bien sûr, mais le reste, bon. Et les aventures qu'on a pu connaître avec des grands cabinets d'audit, etc., ça a été moi, je le dis aujourd'hui, une vaste rigolade. Et on a dépensé pas mal d'argent pour des niaiseries. Et j'ai découvert, c'est là que je dis que c'est bien d'avoir mon âge, parce que je peux dire ça clairement, ces choses-là. J'ai découvert qu'énormément de ces cabinets, avec des noms prestigieux, en général américains, vous envoyaient au début des relations des gens pointus, il faut reconnaître, des gens connaissaient bien les domaines et tout,
Et au bout en phase 1 ou 2 de la démarche de collaboration, on se retrouvait avec des gens charmants, sortant de l'ESSEC ou de Sciences Po, et qui venaient apprendre le métier en disant, et donc on payait très cher pour former, non bon, bref. Donc ça, il y a eu des clashs. C'est la phase initiale qui restait la phase cruciale voilà. de la conception. Voilà, exactement. Puis après... la conception du projet, finalement, exactement. Et que le reste, après, c'était des adaptations. Mais on savait mieux faire qu'eux. Mais bon, bien. Donc tout ça nous amène vers le début, en 90 en gros. Et là, un jour, je reçois un coup de fil du directeur des avions civils, parce qu'à l'époque, il s'appelait le directeur des avions civils, Bernard Latreille, un autre grand bonhomme, qui me dit... alors on s'était connus justement avec le Mystère 20 exotique dont je parlais tout à l'heure, et c'est ensemble qu'on était allés tous les deux essayer d'expliquer au Strategic Air Command qui avait été intéressé. Bon, après ils n'ont pas donné trop de suite parce que je crois que le produit était français et qu'il y a dû y avoir on pense qu'il y a eu un blocage au niveau du département d'État américain en disant on va quand même pas faire entraîner les forces stratégiques américaines avec un avion français, ça fait bizarre. Bon. Donc, ok, mais j'avais apprécié de collaborer avec lui, et puis comment dire, je sais pas, on avait tout de suite eu une espèce de complicité. Bon, mais je l'avais perdu de vue, non, je voyais de temps en temps dans des bons, on se croisait, mais... Et il m'appelle un soir et il me dit, on se vous voyait, et il me dit, est-ce que vous pouvez venir me voir à Vaucresson. Et il se trouve que j'habite toujours à Ville d'Avray, donc c'était pratiquement mon soin. Je lui dis, bah oui, je peux passer je lui demandais, je pensais, bon. Et j'arrive donc vers 19h dans son bureau, et il me dit, j'en ai marre, je m'en vais, est-ce que vous voulez prendre ma suite? Alors, mais exactement comme ça. Et ça, c'était, je suis resté comme dos rond de flanc. J'ai bredouillé, je sais pas quoi. J'ai dit, oui, bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai quand même dit, qu'est-ce qui se passe? Bon, et il m'a dit, il se sentait plus bien dans cette société. Voilà, il n'avait pas des très bonnes relations avec le PDG, dirons-nous. Bon. Il se sentait plus très bien. Je pense qu'il en avait marre. Et il avait un peu aussi de mal avec la direction technique de Bordeaux, qui est une direction technique qui a toujours été plus que fière de son indépendance. Et donc je rentre chez moi. Bien sûr, je parle de ça à ma femme, qui me dit, mais c'est quoi ça? Je lui dis, c'est superbe. Hein. Elle me dit, bah oui, apparemment, mais bon. Et ça se passe où tout de suite? Parce qu'elle me dit, il faut pas qu'on... je dis, ça se passe à Vaucresson, c'est encore plus près chez moi. Non, mais j'ai dit, oui, bon. Alors, le lendemain matin, je le rappelle, puis je lui dis, écoutez, bien sûr que oui, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à une pareille... mais vous êtes sûr que je m'en occupe? Et donc, il m'a organisé 2 ou 3 rendez-vous avec Serge Dassault, Charles Edelstein, les patrons de l'époque. J'ai été beaucoup soutenu parce qu'il y avait d'autres candidats. Il y avait d'autres candidats, au moins 2 ou 3 que je connais. Un qui n'était pas crédible, mais l'autre un peu plus. Et comme je ne vais pas dire son nom, si jamais il écoute ça, il se reconnaîtra. Je crois qu'il m'en a toujours voulu un peu, mais j'y suis pour rien, moi. Et un peu de jalousie, mais que je peux comprendre. À la limite, je veux comprendre. Alors que moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Le monsieur en question, qui était crédible sur cette fonction, lui, il avait dû se dire, tiens, le jour où la treille, pas de peau, la treille, on prend un autre, et puis, bon, moi, j'ai eu ces entretiens, et puis on me dit, commence, puis chez Dassault, ça ne traîne pas en général. Hein. Si vous dites, ah oui, mais il faut que j'ai encore des dos stop, passez ça, ça se démerdera. Bon, gomme, crayon, et on déménage. Donc je déménage, mais pratiquement, je me retrouve à Vaucresson, et tout de suite nommé comme directeur adjoint, ou plus exactement comme directeur général adjoint, parce que du coup, la Treille, ça c'est génial d'avoir fait ça, a obtenu que la direction des avions civils devienne une direction générale. Alors qu'à l'époque, le marché n'était pas très porteur à l'époque, il y avait des... Bon. Et début des années 90, c'était pas faramineux du tout. Falcon 900 démarrait difficilement, et le 2000 était encore que dans les limbes.
c'était encore qu'un projet. Donc, mais il a obtenu ça, et donc j'ai été directeur général adjoint, et puis quand la Treille est partie, très rapidement. Bon. Et puis, la première chose qu'on m'a dit, c'est d'aller regarder un peu ce qui se passait chez... Alors à l'époque, il s'appelait Falcon Jet, la société filiale américaine. Et il se trouve, ça c'est un de mes tropismes, si vous voulez, j'ai un vrai tropisme américain, mais pas pour tous les Américains, mais enfin bon, ça c'est une autre... non, je veux dire qu'une grande partie de ma culture, d'abord la musique, j'aime toute la musique, mais j'ai une grande expertise dans le monde du jazz, et la littérature américaine, le cinéma américain, le pays américain, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait un peu le tour de tout ce qu'on peut faire aux États-Unis. Il me reste encore un truc à faire, les Black Hills, je ne suis jamais allé, mais bon. Et j'aime ce pays, mais j'aime la France aussi, mais j'aime ce pays. Alors je ne peux pas dire que je me sens à l'aise avec tout ce que j'entends dire certains Américains, mais disons qu'il y a dans ce pays beaucoup de choses qui m'attirent. Et quand j'ai découvert le niveau de relation qu'il y avait entre le constructeur Dassault France et la filiale américaine, qui était pas bien du tout, qui était, bon, d'abord c'est des Américains, ils ne savent pas faire les avions, il y avait la petite usine de Little Rock qui avait en fait un petit peu pris de l'ampleur à cause de l'affaire des Coast Guard, mais sinon qui était regardé de travers par le système de production Dassault France. Et je me suis dit, c'est pas possible. Donc il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et puis j'avais découvert ou constaté une autre chose, c'est que l'image qu'on avait dans le domaine de l'après-vente, c'est-à-dire qu'en gros on avait une image à l'époque, les avions, les Falcons sont des avions superbes. Mais il ne faut pas avoir d'ennui parce que Dassault vous laisse tomber, ou à peu près. Bon, je ne pas dit comme ça, mais à peu près. On était classés comme les plus mauvais pour le service client, qu'à l'époque on appelait encore l'après-vente. Et on avait tendance à dire, ça c'était l'arrogance, et une partie de cette arrogance venait un peu de Bordeaux, de Mérignac, moi je le dis. Hein. Je dis, attendez, c'est pas possible, un Falcon, ça n'a jamais d'ennui, c'est vous qui ne savez pas vous en servir. En gros, c'était ça. Un petit appel en disant, je ne sais pas ce qui se passe, là on n'arrive pas à démarrer. Bon, c'est parce que vous ne savez pas faire, etc. En gros, c'est bon. Et ça, c'est catastrophique. Et j'avais entendu un jour, ça m'avait heurté, un Américain dire que l'arrogance de Dassault était aussi grande que l'État du Texas. Je vous dis tel quel, dans une conférence avec des clients. Et je me suis dit, c'est pas possible ça. Et je me suis donné 2 buts. Mais vraiment, ça c'est pas... Je me suis donné 2 buts. Parce que dans la fonction où j'étais, il fallait, en fait, c'est une fonction de direction générale. C'est-à-dire que vous avez autour de vous des types, d'abord j'avais des équipes formidables, les vendeurs, les gens du terrain étaient des gens formidables, mais c'était question d'organisation. Il y avait des bureaux d'études, enfin c'était Dassault. J'avais Dassault, je pouvais me servir de tout Dassault, donc pas de problème. Donc mon boulot c'était d'avoir une stratégie, si vous voulez, une vision de ce qu'il fallait faire. Et ma vision c'était, il faut arriver à faire vraiment une société franco-américaine, parce qu'on vend 75% des clients sont là-bas. Maintenant, c'est un peu moins, mais 75% des clients sont américains. Donc, il faut qu'on ait une vraie base franco-américaine pour... bon. Et puis l'autre, c'était de passer de la 10e place dans le classement par les utilisateurs de qualité de service après-vente. Première, c'est difficile, mais au moins dans le podium, disons le podium. Et moi, j'ai passé 12 ans à la direction générale. Je ne vais pas dire que j'ai fait que ça, mais ça a été mon leitmotiv en permanence. Consolider le côté franco-américain. Et donc j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Des trucs brefs, si vous voulez, mais présents là-bas, avec une équipe. Alors je leur rends hommage parce que c'était des types qui... Je n'ai pas pu faire ce que j'ai fait s'ils n'avaient pas été là. Jean Rosanvallon, qui était à l'époque et qui est aujourd'hui le patron de Dassault Falcon Jet, puisque ça aussi, ça a l'air de rien, mais je suis passé de Falcon Jet
Dassault Falcon Jet. C'est-à-dire, et les Américains étaient ravis, on leur a dit, mais attendez, vous faites partie de Dassault, et Dassault pour eux, Dassault pour les Américains, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils ont un grand respect pour Dassault. Donc si vous dites à des Américains, non pas vous êtes des trous du cul, occupez-vous de vendre les avions qu'on fait et discutez pas, si vous leur dites vous faites partie de la famille, vous changez complètement leur ressort. Et ça, on l'a vachement bien réussi. Et on l'a bien réussi à tel point qu'on a réussi, et j'ai réussi à obtenir de remplacer et le président de Falcon Jet à l'époque, un type, je le salue, s'il existe encore, Frank Weisskopf, qui était un type formidable, mais qui vivait dans l'ancien régime, et Bill Bracas, le patron de l'usine de Little Rock, tous les deux, on les a remplacés par des hommes d'assaut, si vous voulez. Jean Rosanvallon à Teterboro, et puis à l'époque, je ne me rappelle plus qui a été le premier directeur de l'usine. Mais ça s'est très bien passé, parce qu'on a fait ça dans le cadre d'une dassotisation, et non pas on les a intégrés à la famille. Et ça, je suis très content d'avoir réussi ça. Je suis très content d'avoir réussi ça. Et l'autre chose où on a pas mal réussi du tout, c'est à vraiment créer une équipe mondiale de services après-vente. Alors ça, c'est très long. Ils continuent encore à faire des choses. Aujourd'hui, ça c'est pas moi qui l'ai fait, donc je leur dis bravo. Aujourd'hui, on a 2 avions, un aux États-Unis et un en Europe, en gros, qui sont prêts alors, on les utilise en temps pour autre chose, pour une démonstration, un truc comme ça, mais si jamais il y a un gros coup, il faut les dépanner quelqu'un, priorité, l'avion part sur place avec des mécaniciens, enfin c'est pas des mécaniciens, mais des agents techniques, des gens capables de régler le problème. Et ça fait partie des choses que les clients apprécient. Donc voilà. Moi, je suis parti en 2013 d'une entreprise qui m'avait au fond permis de mener une vie professionnelle. Ça me gêne presque de dire ça aujourd'hui, parce que quand j'entends je me méfie beaucoup des publics dans lesquels je dis ça, parce que je pense que l'ambiance en général dans les entreprises aujourd'hui il y a plus de morosité, plus d'inquiétude. Je leur en veux pas, parce que c'est vrai que c'est quand même pas... J'ai des enfants qui sont entre 40 et 50 ans, enfin 35 et 50, et je les sens moins passionnés par ce qu'ils font, mais c'est dur, et j'ose pas dire... J'espère simplement que va revenir un temps pour eux qui ressemblera à ceux que j'ai connus. Et pour moi, si vous voulez, est-ce qu'il y a des nuages dans cette vie chez Dassault? Peut-être, je ne me rappelle pas, je les ai oubliés. Je les ai oubliés, et mon plus grand plaisir, si vous voulez, c'est de me dire que ça m'arrive d'aller boire un café avec mon successeur fréquemment, et on sait qu'il a pris ma succession il y a maintenant 13 ans. Donc, et je suis encore... je dis très souvent, quand je parle de ce qui arrive à Dassault, je dis on a fait ci, on a fait ça. Alors que ça fait 13 ans que j'y suis plus. Mais belle société. Et vous avez vécu des périodes où c'était un peu difficile, par exemple tout le développement de l'aviation civile chez Dassault, quoi. Est-ce que ça a été un peu problématique? Est-ce que la clé c'était justement une réussite aux États-Unis sur ce plan? Comment ça a été vécu ça au sein de l'entreprise? Si vous voulez, alors, les Falcon ont rapidement, surtout que c'est des avions qui avaient été voulus, etc., par M. Dassault, ils ont été... Et la difficulté, c'est que c'est Bordeaux qui se les était appropriés. Donc il y avait un peu, non pas un village gaulois, on va dire un village bordelais. Il a fallu ça, c'est un peu une cause de difficulté, t'entends. Mais c'est des difficultés de relations, et dans la vie, il y en a toujours. Et par contre, quand le Mercure, ça a toujours été un truc un peu à part avant. Donc, et quelque part, je vais vous dire, ça contribue à la qualité du souvenir que j'en ai, parce que on était un petit peu isolés, on serrait les coudes, on était sur, vous voyez ce que je veux dire, on était un peu, c'était motivant. Le village gaulois, quoi. C'était le petit village gaulois dans le, voilà, exactement. Et donc, alors un autre moment difficile, c'est, d'ailleurs quand j'ai pris la direction générale des Falcon, le marché n'était pas terrible, et puis on a eu quelques incidents sérieux sur des moteurs, avec des avions arrêtés de vol, oulala, ça a une sale gueule. Il s'est trouvé que... Alors, quand j'ai fait le point,
Et ça m'a fait plaisir qu'on me dise ça, que M. Dassault, Serge Dassault, me dise ça. Un jour, je parlais de tout ça avec lui, parce que les choses se sont beaucoup améliorées, et dans les, disons, schématiquement, dans la dernière partie des années 90, on a commencé à monter en cadence et vendre pas mal d'avions et acquérir vraiment une stature de leader sur ce marché des avions de haut de gamme. Et j'ai dit un jour, je parlais de ça avec M. Dassault, Serge, et je disais, bon, on a eu beaucoup de chance, parce qu'on était là avec les bons avions au moment où le marché est reparti, etc. Et il dit, non, je suis pas d'accord. On me dit, ah bon, mais... Il me dit, non, vous n'avez pas eu de chance, vous avez fait ce qu'il fallait. Et je dis, mais alors, c'est très gentil, c'est extrêmement flatteur, sauf que c'était un peu oublié vite qu'un directeur général, c'est parce qu'il a des équipes formidables. Et je crois que la qualité, ça peut être une conclusion sur Dassault, la qualité de Dassault, c'est surtout les qualités humaines et la qualité des gens qui y sont. Et c'est... alors, j'ai pas la recette, je sais pas comment ça se passe. En tout cas, je peux vous dire que c'est... De mon temps, c'était pas par des cabinets de recrutement ou des entretiens n'en plus finir. C'était comme ça, c'est le sentiment d'un fit. Tout de suite, ça, allez, celui-là ou celle-là. Et puis, de temps en temps, on se trompe, bien sûr. Mais on marche plutôt pour jargonner anglais, au feeling, que d'après des analyses graphologiques ou des entretiens n'en plus finir qu'on impose aux jeunes maintenant. Et je crois que la qualité humaine des équipes... moi je vous dis, on tous restés des amis, on se voit, on se parle, on se raconte, et quand vous êtes retraité de cette société, vous êtes encore dans... Vous n'êtes plus sur les listings du personnel, mais vous n'êtes pas très loin. C'était peut-être aussi le patron aussi qui donnait le bon tempo, quoi. Oui, il y avait un esprit, oui, absolument, il y avait un esprit, et puis une espèce de fierté, et puis s'entendre dire, il n'y a pas besoin d'être énorme pour faire des beaux avions, qui était la thèse de Dassault, parce que c'est vrai qu'on était petit à côté des autres, et donc on avait ça en tête, et on se disait, il faut qu'on prouve qu'on est... Voilà.